Alors, bon, ma première question, elle peut être assez banale, mais comme l'a rappelé Maxime, en fait, finalement, on vous a beaucoup présenté, je trouve, dans les médias, puis moi, tous les articles que j'ai pu lire autour du livre, comme un pourfendeur de la pensée décoloniale. Et finalement, moi, à l'issue de ma lecture, j'ai trouvé qu'il y avait une position plus nuancée sur laquelle je pense qu'on reviendra largement là ce soir. Donc j'en suis venue à me demander vraiment, cette fois, euh, qu'est-ce qui avait déclenché le besoin d'écrire ce livre chez vous. D'autant qu'en regardant un petit peu votre parcours, donc on voit cet ancrage dans la sociologie, donc forcément nous, universitaires, on se dit alors qu'est-ce que ce parcours aussi académique peut-être apporte là au choix tout d'un coup d'écrire un essai après avoir écrit un carnet de voyage, une biographie, un roman. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci beaucoup Maxime. Merci Pénélope. Merci pour l'accueil à Montpellier. Je m'en veux un peu de vous piquer une soirée d'automne près de la cheminée pour parler des questions infiniment, parfois, comment dirais-je, ennuyeuses, que sont les questions décoloniales, postcoloniales, parce qu'on s'y perd. C'est une forêt très très broussailleuse comme ça. Le concept universitaire qui gagnerait à être explicité. Je pense que si on prend le temps de la définition, on a un gain de temps formidable, à la fois pour la compréhension, mais aussi pour esquisser des pistes de réflexion, ou en tout cas de connexion qui sont beaucoup plus intéressantes. Pour répondre à la question directement, on l'a un peu esquissé en me présentant, on m'a d'ailleurs rajeuni au passage, ça fait 18 ans que je suis en France, donc je viens de passer cet automne euh, les 18 ans en France, donc j'ai vécu beaucoup plus en France qu'au Sénégal, parce que je suis arrivé en France quand j'avais 17 ans. Et j'étais à Nice. La question coloniale ne se posait pas tellement au Sénégal, pour moi, parce que je faisais partie d'une majorité naturelle. Si on emploie des termes un peu triviaux, on peut dire que je faisais partie de la majorité ethnique ou de la majorité raciale du Sénégal. Donc la question de la minorité ne se posait pas pour moi. Et la présence coloniale française dans un bled comme Ziguinchor, qui est un gros village qui se trouve à l'extrême sud du Sénégal, la présence coloniale, elle est emprisonnée dans un quartier qui est un quartier qu'on appelle Escale, qui était le quartier des Blancs, qui était le quartier des Français. Et elle ne restait que par une présence architecturale. Et donc, nous, dans nos discussions, jamais on ne parlait à la fois d'aliénation. On pouvait d'ailleurs être aliéné. Pour peu qu'on parle français avec un accent un peu maniéré, qu'on roule des R, qu'on marque une proximité un peu trop déférente vis-à-vis de la France, oui, on pouvait avoir une forme de reproche, mais qui était dans un ton très, très badin, d'une certaine manière. On disait, ah oui, mais vous êtes un toubab, vous êtes un français, ainsi de suite. Mais sans venin, c'était une pique qui était sans venin. Très rapidement, on pouvait discuter, passer à autre chose. Et moi, j'arrive en France, j'ai 17 ans, et je me rends compte que maintenant, je fais partie de la minorité. Et que ma couleur de peau me pose en une forme de singularité dans l'ensemble universitaire où j'arrive. Et à partir de ce moment-là, je vois qu'il y a une différence aussi entre des Sénégalais nés en France ou des Français d'origine sénégalaise. La formulation serait d'ailleurs beaucoup plus heureuse comme ça. Des Français d'origine sénégalaise qui ont un rapport à la France beaucoup plus difficile, beaucoup plus conflictuel, parce que justement se trouvent là les questions de l'identité, de la quête d'identité, du malaise de ne pas se sentir suffisamment d'ici, ni totalement accepté aussi lors des séjours parfois très très courts dans son pays d'origine. Et là, je vois la vasteté du sujet que c'est. Et moi, je suis arrivé en France, et 10 jours après, il y a deux jeunes que les moins jeunes d'entre nous connaissent, Ziad et Bouna, qui sont morts dans un transformateur à Villiers-le-Bel, je crois. Et ça a été l'ouverture d'émeutes, comme on les a appelées, ou révoltes urbaines, pour utiliser un autre terme qui est un peu plus conforme au vocabulaire que j'emploierais. Et Ziad et Bouna, on avait plus ou moins le même âge, plus ou moins, à peu de choses près. Et donc, je vois les fractures postcoloniales françaises. Je vois l'architecture et la géographie presque ethnique, raciale, aussi de classe sociale qui s'établit en France. Et là, je tombe des nues, quoi. Parce que moi, la France, je ne la connaissais
qu'à travers Zinedine Zidane et Victor Hugo, pour un peu simplifier. Et donc ce rêve français que j'avais, il se heurte à cette réalité, à la fois d'être une minorité et à la fois de tomber dans une France où, justement, le malaise post-colonial est si fort, où justement ces questions ne sont pas réglées. Et ça a ouvert un grand appétit pour moi, un grand appétit de lecture d'abord. Et j'ai commencé à lire énormément sur ces sujets-là, à me documenter, à lire énormément d'essais. J'étais devenu un rat des bibliothèques et je voulais comprendre. Et c'est comme ça la genèse, en fait, de mon intérêt pour ces sujets-là. Et deuxième étape, justement, de cet intérêt, après, c'est arrivé en France, et cette genèse, finalement, en face de la frontalité de cette blessure, c'est que je fréquente Présence africaine lors de mon premier livre. Et Présence africaine, je tombe dans un temple qui a été le berceau plus ou moins d'un cri de libération, d'un cri de renaissance, d'un cri de panafricanisme, d'un cri qui dit toutes les vilainies de la colonisation et la nécessité de regagner une certaine forme de souveraineté. Et moi, j'arrive à Présence africaine, on accepte mon premier livre, mais aussi on me copte la Présence africaine. Je fais partie du comité de la revue, je fais même partie d'une association qui s'appelle la Communauté africaine de culture. Et à ce moment-là, je vois tout le trésor bibliographique qu'il y a à Présence africaine. Je commence à lire énormément des auteurs qu'on connaît, Yachar Anta Diop, Mongo Betty, voilà, qui sont un peu les repères classiques de la question un peu post-coloniale et puis d'une certaine forme de pensée très très vigoureuse qui attaque la colonisation. Et donc, dans ce cheminement-là, je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup de porosité. Il y a beaucoup de porosité. À la fois, l'affirmation de la nécessité de rupture est très portée, elle est forte. Elle a été fondatrice d'ailleurs d'une énergie des jeunes intellectuels. Dans les années 50, il y a un mouvement qui s'appelle la FEANF, la Fédération des étudiants noirs en France, qui a été la pépinière d'ailleurs de beaucoup de syndicats, de beaucoup de présidents africains, et qui a été le moteur finalement d'une forme d'idée et d'une éclosion du panafricanisme de combat. Peut-être que certains d'entre vous connaissent quelques-uns d'entre eux, mais peut-être l'exemple le plus emblématique, c'est Alpha Condé, qui a été le président de la Guinée. Et Alpha Condé est passé par la FEANF. Et la FEANF, quand ils font les tracts à l'époque, c'est des tracts d'une violence inouïe contre la France, parce que leur volonté, c'est une forme de rupture. Et les jeunes à l'époque, nom de Dieu que pour ces discours radicaux. C'est pourquoi d'ailleurs quand on voit toute la radicalité supposée aujourd'hui de certains néo-panafricains, comme on les appelle, à côté des fondateurs ou en tout cas des pères de cette idée, voilà, il y a une certaine forme de faiblesse, ça manque de muscles aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé à ce moment-là. Et au contact de cette histoire que je redécouvre, que je commence à appréhender vraiment, avec aussi l'âge, les rencontres, les discussions, je me rends compte qu'il y a une blessure originelle. C'est-à-dire, dans la revendication, ça manque de portée pour une chose. Toute la littérature française, littérature africaine, qui a connu une certaine forme de gloire, elle a été éditée plus ou moins en Occident ou en France. Elle a été éditée en français. Elle a eu comme le quartier latin comme berceau. Et donc, le bourreau de son estime de soi est aussi, d'une certaine manière, le mentor. Et donc, ce malaise-là, on n'en sort pas finalement. Et d'ailleurs, ce malaise, c'est ce que reprochent beaucoup de jeunes aussi à beaucoup d'auteurs. On leur dit, vous n'êtes pas assez africain. Vous êtes à Paris, vous écrivez en français. Vos lecteurs principaux sont des lecteurs français. Et d'ailleurs, c'est en bout de course que vous venez en Afrique. Donc, dans tout l'itinéraire de votre gloire littéraire, nous sommes la queue du peloton. Et donc l'ancrage, l'immédiateté justement d'une forme de connexion n'est pas évidente, n'est pas palpable. Et donc d'où l'instruction de ce procès en aliénation. Et donc c'est ce spectre-là, sur 17 ans, qui m'a donné envie de revisiter ces questions-là. Je me suis dit qu'il fallait peut-être tenir les deux bouts. C'est très très difficile. Et il y a beaucoup de termes qui ont été parfois, comment dirais-je,
travestis dans l'histoire ou dont l'usage a été dévoyé. Ce sont des mots qui peuvent être parfaitement nobles comme l'universalisme et ainsi de suite. Mais un universalisme colonial, vertical et ainsi de suite, c'est un universalisme qui n'est pas souhaitable. Ainsi de suite. Et donc, tenir les deux bouts